Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de te retrouver pour ce point lecture du mois de février. Alors en février, je n'ai peut-être pas autant lu qu'en janvier, mais j'ai tout de même réussi à lire 9 livres. Vous en doutez, c'est principalement des romans, mais sur le lot, il y a un manga et une BD que j'avais envie de vous présenter. Ça a été en général de bonnes lectures et il y a eu une lecture un peu plus mitigée, donc je ne vous fais pas attendre plus longtemps et je vous laisse découvrir tout cela. J'ai lu Miss Hermione, donc le tome 2, Miss Hermione et le mystère de la cité interdite de Jean-Luc Conessa en auto-édition. Donc je vous montre la couverture. Et pour faire un bref résumé du premier tome, parce que je ne veux pas vous spoiler celui-ci, on suit Miss Hermione qui est femme médecin à Londres. Et on va dire qu'il y a pas mal de mystères qui planent sur Miss Hermione. Et lorsqu'une mystérieuse maladie commence à frapper Londres, il se prévient que Miss Hermione soit également impliqué ou est un lien en tout cas avec cette mystérieuse maladie. Donc juste ce que je peux vous dire dans ce tome 2, c'est que là Miss Hermione va surtout enquêter sur des yétis qui enlèvent des gens dans les villages chinois. Voilà, donc là c'est une lecture à laquelle j'ai mis 9 sur 10. Donc j'ai été super contente de pouvoir retrouver l'univers qui est toujours aussi prenant. J'ai été contente de retrouver les personnages, j'ai vraiment passé un super moment de lecture. Et ici, ce qui est bien aussi, c'est qu'on retrouve aussi ce côté un peu steampunk, historique, mais aussi une petite touche de fantastique qui me plaît beaucoup. Et on remarque aussi que, comme pour le premier tome de Miss Hermione, on retrouve aussi l'hommage à Jules Verne. Et dans ce tome-ci, donc Miss Hermione va se retrouver face à des complots politiques et va devoir y faire face, car disons que sa vie pourrait même être mise en danger. Les personnages sont toujours aussi attachants et au départ ça fait plaisir de les retrouver tous un par un et de voir ce qu'ils sont devenus parce qu'il y a quand même eu 1 an et demi d'écart entre le tome 1 et le tome 2. Donc comme ça on a pu voir comment ils ont évolué pendant ce laps de temps. Et pareil, on a une narration multiple aussi qui est très sympathique, qui nous permet de voir ce qui se passe à plusieurs moments et de suivre différents personnages. Et on a également de magnifiques illustrations dans ce roman, c'est vraiment un régal. Regardez déjà quand on vient que ici. Et ça nous plonge directement en plus dans cet univers en fait. J'essaye de trouver quelque chose pour ne pas vous spoiler. Voilà, vous voyez, vous avez tout au long de magnifiques illustrations qui viennent s'entrecroiser, qui permettent de mieux s'imaginer l'endroit où l'on se trouve. Et surtout, comme je vous dis, on s'immerge totalement dans l'histoire, donc c'est génial. Après, l'auteur aussi reprend le thème de la condition de la femme à cette époque parce que, comme pour le tome 1, Miss Hermione, elle est médecin. Ce n'est pas très bien vu dans ces années-là qu'une femme ait autant d'indépendance. Et il y a plusieurs passages où l'auteur en parle justement et je trouve que c'est bien fait. Et là aussi, on va se retrouver confronté au trafic qui avait lieu entre l'Angleterre et la Chine. Et voilà, donc c'est vraiment une histoire que j'ai vraiment été heureuse. Donc comme je vous ai dit au début, on a 6 retrouvailles, on va dire ça comme cela. Après on part vraiment dans cette enquête et le dénouement final est vraiment haletant. Et j'ai presque envie de dire, mais Jean-Luc, c'est horrible de nous laisser sur une fin comme ça parce que moi j'ai juste envie de me jeter sur le tome 2. Sur le tome 3, qu'est-ce que je dis moi? Mais c'est horrible parce que vu la fin qu'on a, ah mais j'ai envie d'avoir la suite et de me la dégommer, c'est pas possible. Et ce qui est aussi très bien, j'ai trouvé, c'est qu'on a des explications supplémentaires à la fin du récit qui nous permettent d'en savoir un peu plus sur les éléments qui sont abordés en lien avec la Chine, toutes ces choses-là, donc on a le savais-tu. Et vraiment, c'est très bien détaillé, ça nous permet de mieux comprendre l'univers dans lequel évoluent nos protagonistes. Donc pour moi, c'est de nouveau une très très bonne lecture. Je me suis régalée avec Miss Hermione et les autres protagonistes et voilà, je suis super heureuse d'avoir pu le lire, vraiment. Très bon moment de lecture, très belle découverte, juste une petite pépite pour ma part. Et si vous aimez tout ce qui est historique, avec de l'aventure, des enquêtes, et une petite touche de fantastique, je ne peux que vous recommander cette saga, mais si vous n'avez pas lu Jean-Luc Conessa, mais allez-y, foncez. Et là on est sur une lecture en plus qui est assez courte, elle fait un peu plus de 200 pages et c'est écrit assez grand et assez aéré, regardez si je vous montre. Mais vraiment, ça se lit tout seul. Alors, pour être franche avec vous, j'aurais pu le lire très très vite, si j'avais voulu. Sauf que j'étais tellement bien dans l'univers de retrouver tout le monde, que je me suis dit, non, tu prends ton temps.
tu savoures vraiment comme il se doit. Donc je l'ai étalé sur une semaine. Ça a été dur parce que je voulais continuer, mais je l'ai étalé sur une semaine pour vraiment prendre le plaisir de me replonger dans l'univers. Et même quand je suis arrivée à la fin, je me suis dit, ah, je ne l'ai pas fait durer assez longtemps, donc c'est pour ça qu'il me faut à tout prix ce tome 3. Et j'ai également lu Ice Planet Barbarian, le tome 1 de Ruby Dixon aux éditions BMR. Je vous la mets ici car c'était une lecture en numérique. Et pour vous faire le résumé, en fait, c'est une romance de science-fiction un peu spéciale, on va dire, pour que... Voilà. Donc on va suivre Géorgie. Géorgie, elle a été enlevée par des extraterrestres. Elle se retrouve dans un vaisseau d'autres femmes. Elle ne sait pas vraiment ce qu'ils comptent faire d'elle, donc disons qu'elles ne sont pas traitées très bien là-dedans. Et on va dire le vaisseau va avoir un souci. Donc les extraterrestres vont décider de larguer la cargaison, c'est-à-dire Géorgie et les autres filles sur une planète couverte de neige, de les abandonner là. Et du coup les filles vont devoir s'organiser pour survivre, et Géorgie va se porter volontaire pour aller découvrir cette nouvelle planète. Et elle va tomber sur Vectal, qui se trouve être un habitant de cette fameuse planète de glace. Voilà pour le résumé, si je ne veux pas trop vous spoiler. Donc c'est une lecture à laquelle j'ai mis 6 sur 10, donc pareil, je l'ai lu en numérique. Et alors, comment vous dire ça? C'est une lecture que j'ai quand même trouvée intéressante. J'étais prise dedans. Alors, faut être très clair tout de suite, c'est que c'est une lecture... Faut y aller pour le côté spécial de la chose. S'il faut mettre votre cerveau sur pause, faut pas chercher plus loin, on va dire. Et pour moi, ça l'a fait. J'ai envie de dire, j'ai bien aimé. Même si mon œil de chroniqueuse a quand même tiqué sur certains éléments, mais pour le reste, au niveau de l'histoire, j'étais prise dedans, je voulais connaître la suite, c'était une bonne découverte et j'y allais vraiment pour ce côté spécial. Donc si vraiment le côté spécial, vous n'en avez rien à faire, à vous de voir si vous souhaitez y aller ou pas, mais en tout cas moi j'ai trouvé cela agréable et je pense que c'est une lecture sans prise de tête. Quand vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec une lecture, ça peut très bien passer. Et aussi attention, c'est une lecture vraiment très 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 spicy, donc si vous n'aimez pas tout ce qui est scène de fesses et toutes ces choses là, passez vos chemins parce que là-dedans je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Donc, comme je vous disais, donc on est sur une romance extraterrestre, ce qui était intéressante. C'est un récit qui se lit tout seul. Et pour être franc avec vous, j'ai beaucoup rigolé parce que des répliques des personnages, quand Géorgie rencontre Vectal, ils se comprennent pas. Et les quiproquos qu'il y a avec tout ça, mais j'ai beaucoup rigolé, hein, je vous dis. Moi, ça l'a fait à ce niveau-là. Et aussi les situations dans lesquelles ils se retrouvent, les échanges... Ouais, tout ça, ça l'a fait. Aussi, je dois vous mettre en garde, par contre, il y a des trigger warnings. On assiste à une scène de viol, il y a des scènes de fesses, hein, comme je vous ai dit. Il y a du langage sexuel, hein, voilà, vous vous en doutez. Et disons que des fois, on est vraiment limite au niveau du consentement. Donc si c'est des choses qui peuvent vous trigger, attention, parce que dans cette lecture, ça sera abordé. Voilà, comme je vous dis, pour moi, ça l'a fait. Après, on reste sur un univers qui est très simple. Les personnages aussi sont très simples. Ça aurait pu être plus exploité, mais le but n'est pas là. Le but, c'est vraiment, en fait, on nous impose l'univers comme ça. Et après, on assiste plus ou moins aux ébats de Géorgie et de Vectal. Donc voilà, comme je vous dis, pour moi, ça a été une lecture agréable. J'ai bien rigolé. Ça, je vais pas la garder 10 ans en mémoire. Je vais garder les autres tomes en me disant, bah tiens, quand j'ai envie d'une lecture sans prise de tête, pourquoi pas enchaîner avec les autres tomes, parce que les autres tomes, je pense, vont aller sur la continuité et vont s'intéresser à d'autres couples de filles. Ouais, un couple, je veux dire, filles aliens. Mais en tout cas, pour moi, c'était une lecture intéressante et le côté extraterrestre, oui, un peu spécial. Là, pour moi, ça a marché. Après, je vous avoue que cette lecture, j'ai beaucoup hésité. Et ce qui m'a motivée, on va dire, c'est que savoir qu'elle était sortie en français et... J'en avais entendu parler par Nina Quill, donc vous voyez que Nina Quill, elle influence pas mal de mes lectures. Mais voilà, une belle découverte, franchement, qui est bien rigolote, comme je vous dis. Et après, comme je vous dis, n'y allez pas pour l'univers en vous disant genre un truc vraiment détaillé, complet, etc. Non. Vous y allez juste pour passer un bon moment et en sachant que ce sera très spicy et qu'il y aura pas mal de moments où vous allez rigoler. Voilà. Donc pourquoi j'ai mis 6 sur 10? Tout simplement parce que effectivement...
Donc même si j'ai passé un bon moment, j'ai quand même vu le côté très simple de la chose. Et disons que surtout au niveau des personnages, quand ils commencent à s'énerver, disons qu'ils s'énervent un coup, ça retombe et on passe à autre chose. Donc là aussi je me suis dit que ça aurait pu être un peu plus travaillé. Mais bon, comme je vous dis, le but n'est pas là-dedans. Et pour ce qu'on m'avait proposé, il fait très bien son travail. J'ai également lu Bépocalypse d'Ariel Holtz aux éditions L'École des loisirs. Voilà, je vous montre la couverture. Donc ici, pour faire un bref résumé, on suit Samsara. Elle vit à Concordia, sauf que depuis le temps, on va dire, la ville a vécu l'apocalypse. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont passés, qui ont été très difficiles. Les animaux ont muté également, donc la vie à Concordia a bien changé. Et Samsara et ses amis doivent s'acclimater tout simplement. Et en plus de cela, la ville a établi des zones de quarantaine où des personnes ont été enfermées dans ces zones. Et là, la ville vient de décréter qu'ils allaient lever la quarantaine sur un endroit. Donc, suite à cela, eh bien, il y a 2 nouveaux étudiants qui vont arriver dans le lycée de Sam. Alors, ils sont bizarres, on va dire. Déjà, ils ont une peau très blanche et ils ne se mélangent pas beaucoup aux autres. Et disons que certains élèves ont commencé un peu à les enquiquiner. Et suite à cela, on va dire que ces élèves vont se faire attaquer. Et donc Sam va commencer à se poser des questions et se demander mais est-ce que ça a un lien avec ces nouveaux élèves? Et surtout, ils ont des doutes vis-à-vis de ces nouveaux élèves. On ne sait pas comment est-ce qu'ils ont survécu dans cet endroit pendant aussi longtemps et ce qu'ils ont bien pu manger. Donc voilà pour le speech. Donc c'est une lecture à laquelle j'ai mis 7 sur 10. C'est un univers vraiment très intéressant. Et surtout ce qui est très bien fait, je trouve, c'est les différentes créatures qu'on va rencontrer tout au long du récit. Et c'est une histoire avec des rebondissements. Et j'ai vraiment, comme je vous dis, apprécié cette ambiance apocalypse. On suit Sam et ses amis à travers ce nouveau monde. On découvre comment l'univers a dû s'adapter pour vivre là-dedans. Donc ça, j'ai aussi trouvé que c'était très bien fait. Et le dénouement final était vraiment captivant pour moi. Je peux vous dire qu'à la toute dernière partie, je l'ai dévoré. Je voulais savoir comment ça allait se passer. Et surtout qu'il y a beaucoup de révélations qui arrivent. J'étais vraiment prise dedans et j'ai adoré. En plus, on a une carte au début du récit. Je peux vous la montrer, attendez. Voilà, qui nous montre clairement comment la ville a aussi évolué, comment les quartiers qu'on connaît s'appellent désormais. Et c'est intéressant de voir comment une seule ville a pu autant changer. Et la carte, justement, permet justement quand on nous dit qu'on est à tel endroit, ça nous permet de nous référer où c'est qu'on est. J'ai trouvé que là, elle était vraiment très utile. Tout ce que je peux reprocher par contre, c'est que j'ai trouvé que le récit met pas mal de temps à se lancer. Alors je pensais qu'on serait peut-être plus sur ces nouveaux élèves et qu'on en apprendrait davantage sur eux assez rapidement, mais ça a mis un certain temps. Et c'est vrai que pour moi j'ai trouvé que je m'attendais à quelque chose qui allait commencer plus vite à ce niveau-là. Et aussi, je dois dire que je ne me suis pas vraiment attachée à nos protagonistes et que Sam, par moments, elle m'a clairement agacée. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé quelques points à cette lecture. Après, pour du jeunesse, je trouve que c'est très bien. Ça permet de... C'est une lecture qui est intéressante, même si, comme je vous dis, au départ, on découvre plus l'univers que vraiment qu'il y a d'action. Après, j'ai quand même lu rapidement cette lecture. Il fait quand même un peu plus de 400 pages. C'est écrit assez grand et assez aéré, donc voilà. Ça se lit quand même bien. Et c'était intéressant parce qu'il y a toujours cette intrigue de se dire mais qu'est-ce qu'on va nous apprendre d'autre sur ce monde? Et après, le mystère avec ces nouveaux élèves, donc ça m'a quand même plu. Donc voilà pourquoi pour moi c'est un 7 sur 10, mais bon moment de lecture et j'étais heureuse de pouvoir découvrir la plume d'Ariel Holtz. Aussi, je dois dire ici que la plume elle est simple et fluide. C'est une lecture sans prise de tête. J'ai également lu Tanis, le premier tome, Les tombeaux d'Atlantis, de Denis Bajram, Valérie Manguin et Stéphane Perger, je sais pas vraiment comment on le prononce, je m'excuse si je le prononce mal, et c'est aux éditions Dupuis. Donc je mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique, et je remercie encore la maison d'édition ainsi que Ned Gallet qui m'ont envoyé ce service presse. Donc ici, pour faire un bref résumé, on suit Tanis. Tanis est une jeune fille spéciale qui a été recueillie par l'ancien du village. Elle a les cheveux blancs, ce qui est très rare. Et donc l'ancien du village l'a recueillie quand elle était bébé.
il l'a éduquée pour qu'elle prenne sa suite, sauf que Tanis, en fait, elle est un peu isolée. Et un soir, elle se promène avec son amie Seppi et elle décide d'aller dans une des 3 pyramides. Et là va se passer des choses, on va dire, plus en lien avec le fantastique. Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que comme c'est une BD, je ne voudrais pas vous spoiler. C'est une lecture à laquelle j'ai mis 8 sur 10. Alors, déjà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait qu'on a cette notion d'Égypte antique qui est repris. Et en plus, on vient y ajouter un mélange avec du fantastique. Alors, le mélange là m'a déjà beaucoup plu. Et l'univers était tout bonnement intéressant. Toutes les planches, tout ça, j'étais prise dedans parce que j'adore déjà l'Égypte. Mais en y rajoutant mon style préféré, donc le fantastique, ça ne pouvait que marcher. Donc pour moi, c'était juste fascinant à ce niveau-là. J'ai trouvé que le récit était prenant et puis justement, on nous met face au thème du pouvoir en fait. Tanis, elle va découvrir ce que justement être au pouvoir implique et les décisions qu'il faut prendre et elle va se retrouver là-dedans. Et aussi quelque chose qui est très intéressant, je trouve, la première page, ce sera pas un spoil, on vous montre Tanis dans le futur. On voit ce qu'elle devient. Et ce que j'ai vraiment trouvé intéressant avec cette première page, c'est de se dire comment la personne que l'on voit là, donc la Tanis du futur, va arriver à ce stade-là, parce qu'après on arrive avec la Tanis qui est adolescente. Et du coup, il y a tout cette idée de se dire mais comment est-ce qu'elle va évoluer pour arriver à ce stade. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant qu'on ait cette première page qui nous montre voilà où c'est, jusqu'où elle va t'arriver. Et en plus, ce que je peux dire avec cette BD, c'est que les illustrations sont tout bonnement magnifiques. C'est très réaliste et surtout très coloré, donc j'ai été vraiment en admiration devant ces illustrations. J'ai passé des fois plusieurs minutes à observer chaque dessin, les, comment dire, les traits, les effets, les ombres, tous les détails qui étaient mis dedans, j'ai vraiment adoré. Et ça m'a vraiment... comme je vous dis, moi, le dessin à ce niveau-là, pour moi, ça l'a bien fait. Ça allait avec l'ambiance qu'on voulait nous transmettre dans cette BD. Et alors, attention, tout ce que je peux vous dire sur cette BD, c'est que c'est pas une BD que je mettrai entre les mains de jeunes lecteurs. C'est quelque chose qui est quand même pour un public spécifique, parce qu'il y a de nombreux trigger warnings. Notamment, on nous parle on voit des scènes avec des personnes décédées, donc il y a la mort qu'on pourrait dire qu'il y a un trigger warning. Il y a des batailles sanglantes aussi, donc... et disons que c'est des scènes qui sont assez difficiles à lire, même pour moi qui suis adulte. Et aussi, on aborde la notion d'esclavage. Donc attention, c'est quand même des gros trigger warnings. Donc si vous êtes sensible à cela, renseignez-vous avant de vous lancer dans la lecture. Surtout qu'avec le dessin, on peut se dire oui, ça fait peut-être un peu plus jeunesse, mais non. Comme je vous dis, il y a quand même des scènes assez dures à lire dans cette BD. Et je trouve que ça va aussi avec... c'est en lien avec la réalité de ce qui se passait à l'époque, surtout en Égypte antique. Et après, c'est quelque chose... Voilà, c'est quelques scènes, hein, mais c'est quand même très dur. Et pourquoi j'ai enlevé quelques points, en fait, c'est que par moment, je trouvais... Alors certes, Tanis, c'est les jeunes, mais elle a quand même des décisions qui sont très rapides et réfléchies. Et ce que j'ai trouvé vraiment qui allait très vite, c'est la romance. Alors, on nous naît cette histoire d'amour... mais j'ai trouvé que c'était un peu trop rapide à mon goût et comme c'était amené, et des fois les décisions qu'elle prend c'est vraiment irréfléchi. Alors je pense que ça va avec son côté adolescente tout ça, mais j'ai quand même hâte de lire la suite et voir comment Tanis va évoluer. Pour moi ça reste une très bonne lecture et j'ai hâte de voir étant donné comment se termine l'histoire parce que il y a quand même du mystère, il y a une notion un peu aussi de malédiction et il y a cette notion des dieux en fait de la mythologie égyptienne qui est vraiment bien repris. Et j'ai hâte de voir comment tout cela va évoluer dans les prochains tomes. Et comme je vous dis, vu le dénouement final du tome 1, je n'ai qu'une hâte, c'est de voir comment Tanis va évoluer dans les prochains tomes. J'ai également lu le deuxième tome de la saga d'Oren, Glint, de Raven Kennedy, aux éditions Hugo Roman. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique. Et pour vous faire un bref résumé du tome 1, je pense que vous en avez déjà beaucoup entendu parler, mais on suit Oren. C'est la préférée du roi Midas, c'est-à-dire qu'à ce titre, elle a été transformée en or, sa peau est dorée, ses cheveux sont dorés. Et aussi, pour la protéger, le roi Midas l'a enfermée dans une cage. Oren, du coup, elle vit comme ça en pensant qu'elle est protégée. Et petit à petit, elle commence quand même à avoir des doutes sur le roi Midas. Et on va dire qu'Oren aussi a des particularités. Je ne vous en révèle pas plus pour le moment pour ne pas vous spoiler. Mais
Oren commence à avoir des doutes sur les intentions du roi Midas et à un moment donné le roi Midas va prendre une décision qui va vraiment la surprendre et remettre la confiance qu'Oren a en lui vraiment sur la table, c'est qu'elle va vraiment se demander si elle peut avoir entièrement confiance en lui. Voilà donc pour le résumé, donc pour ce tome 2, j'ai mis la note de 8 sur 10. Alors vraiment ce que j'ai apprécié en fait c'est déjà j'ai eu une année d'écart je crois entre le tome 1 et le tome 2. Et dès le départ, en fait, l'autrice, elle nous reparle du premier tome, mais en essayant de nous faire des piqûres de rappel. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien, en me disant, oui, c'est vrai, il s'est passé ça, ça, ça. Et ça, j'ai trouvé que c'était bien fait, déjà dès le départ. Ensuite, on est sur un tome prenant, et même s'il ne se passe pas grand-chose, j'ai envie de vous dire, parce qu'étonnamment, la majorité de l'intrigue se passe cyclique un peu. Ça est toujours un peu sur les mêmes principes, mais ça m'a beaucoup plu. Et ce qui fait que ce soit intéressant, c'est que ce tome 2 est plus axé sur Oren en fait. Et suite aux événements qui vont se passer dans le tome 1, cette fois on s'axe plus sur Oren. On va voir ses doutes, les découvertes qu'elle va faire. Et aussi, il y a toujours cette question de confiance envers le roi Midas, où c'est qu'elle réfléchit qu'elle est vraiment dévouée au roi Midas. Et on peut se demander qu'elle est un peu obstinée, mais il y a, pour nous montrer d'où vient cette confiance, il y a certains flashbacks qui sont faits et on redécouvre en fait Oren plus jeune et on va voir ce qui va y arriver. Donc ça, j'ai aussi trouvé que c'était très intéressant. Et aussi, bien entendu, alors dans ce tome, je vous disais que le premier tome, il y avait du viol. C'était vraiment un viol très... c'est qu'on se sent vraiment pas bien. Voilà, même moi, des fois je lis des scènes de viol, ça passe, mais là, vraiment, je me suis sentie mal après l'avoir lu. Donc, pour le premier tome, hein, je parle, mais pour ce tome 2, on a plutôt cette notion de relation malsaine, en fait, qui est mise en avant un peu tout du long. Et aussi, il y a un moment donné, dans un des flashbacks d'Oren, où c'est qu'Oren va subir des blessures quand même assez graves. Donc, voilà, si c'est des choses qui peuvent vous choquer, renseignez-vous avant. Mais on est vraiment sur quelque chose d'assez sombre pour adultes. Hein. Sinon, dans ce tome, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on a des nouveaux protagonistes qui arrivent. Et je les ai trouvés vraiment intéressants. Au départ, ils ont un côté un peu malsain, j'ai envie de dire, oui, méchant presque. Et plus le temps passe, et plus en fait, je me suis retrouvée à m'attacher à eux. Donc j'ai vraiment aimé un peu ce retournement de situation. Et aussi, on a une narration multiple qui est introduite dans ce tome. Alors, on suit principalement Oren, mais également deux autres protagonistes, dont un plus particulièrement, le deuxième, où on a juste un chapitre de son point de vue. Je ne vous dirai pas qui c'est pour ne pas non plus trop vous en dire, mais sachez que c'était très intéressant aussi, cette notion de narration multiple dans ce tome. Et on a aussi une notion oui, le dénouement final, en fait, il est vraiment intéressant et il y a une révélation qui est faite, je ne l'avais pas vu venir. Et suite à cette révélation, au départ, comment dire, on parle d'une romantasy ici, mais pendant ces deux premiers tomes, en fait, la romantasy, la côté romance, je ne l'ai pas vraiment vu. Alors, Oren, apparemment, se sont attirés par un personnage, mais moi, j'avais quand même ce doute de me dire, est-ce qu'elle va vraiment finir avec lui ou avec quelqu'un d'autre? Et suite à la révélation qui est faite en fin de ce tome, donc vraiment grosse révélation, comme je vous dis, là ça m'a un peu plus axé sur de quel côté pourrait partir la romance. Donc maintenant, à voir pour la suite. Et ce que j'ai un peu reproché à ce tome pour lui mettre la note de 8 sur 10, en fait, c'est qu'il y a eu une grosse révélation aussi plus dans le milieu du roman, je dirais. Et celle-là, au bout d'un moment, avec tout ce qui nous est dit, je l'avais vu venir, donc pour moi ça n'a pas été une surprise. Mais vraiment j'ai passé un bon moment et comme je vous dis, j'apprécie de découvrir Oren. Et je me dis que vu comme se termine ce tome, j'ai hâte de voir les décisions qu'Oren va prendre par la suite. Alors en tout cas, je pense ne pas laisser autant de temps que le tome 2, le tome 3. Et comme je vous dis, j'espère que dans le tome 3 aussi, ça va un peu plus partir. Là, on nous a poussé un peu le décor. En plus, sur ce tome 2, on nous a plus mis en avant le personnage d'Oren, son passé, tout ça. Donc, c'est intéressant. Mais cette fois, j'aimerais bien un peu que ça démarre et voir comment tout cela va s'axer. Mais en tout cas, voilà, comme je vous dis, moi, c'est une lecture que j'apprécie, même si c'est assez sombre et que c'est vraiment un univers adulte. Donc, voilà, attention aux trigger warnings que vous pouvez y rencontrer. J'ai également lu Rune de Marine Caladas en auto-édition
Et je remercie encore Book on Demand qui a eu la gentillesse de m'envoyer ce service presse. Donc pour faire un bref résumé ici, on suit deux protagonistes. D'un côté on a Liana qui vient à notre époque et qui depuis quelque temps on voit partout dans ses rêves, même dans la réalité, il y a des visions. Et elle voit un viking. De l'autre côté, nous sommes en 870 et nous suivons Rune. Rune est un viking. Un viking qui a vu et vécu énormément de choses qui l'ont traumatisé, si on peut dire ça comme ça. Et son seul salut, en fait, c'est Liana. Même si énormément d'années les séparent, il va tout faire pour qu'elle puisse le sauver. Et surtout pour éviter qu'il ne soit damné. Damné, oui, exactement. Donc voilà pour le résumé, je ne vous en dis pas plus pour éviter de vous spoiler justement. Alors sachez que ça a été une très bonne lecture, je lui ai mis la note de 9 sur 10, franchement j'ai passé un excellent moment. J'ai adoré ce récit qui se passe vraiment entre passé et présent, entre notre monde et le temps des Vikings, si l'on veut bien. Et disons que, comme vous en doutez, on a aussi un voyage entre l'Angleterre et la Scandinavie, donc ça aussi j'ai trouvé que c'était très bien fait. Et la manière dont nos personnages arrivent à se rencontrer, cette touche un peu de fantastique, est aussi bien amenée. Moi en tout cas j'ai beaucoup apprécié. Et disons que c'est, je pense, l'un des premiers livres que je lis, c'est qu'on parle vraiment de mythologie nordique, parce que c'est vrai que la mythologie viking, j'y connais pas grand chose. Et ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur leurs dieux, tout cela. Donc pour moi c'était vraiment très intéressant. Et aussi dans ce livre, on nous parle vraiment de faits historiques qui ont eu lieu, notamment des batailles entre les Vikings et les Saxons. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, le fait d'y inclure nos deux protagonistes, là au milieu. Et oui, pour moi, c'était très 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 bien fait. En tout cas, je me suis régalée tout du long. On est en plus sur des personnages qui sont complets et attachants, donc aussi bien Rune que Liana. Et oui, on s'y attache et il y a des moments où c'est que ça fait mal selon ce qui leur arrive. Donc moi j'ai déjà beaucoup aimé. Et bien entendu on est sur du Marine Kelada, donc je me suis dit que à un moment donné je me suis demandé s'il y aurait vraiment que cette notion de romance qui sera abordée entre nos deux protagonistes, mais à un moment donné vient aussi la notion de malédiction. Et voilà, je vous laisse ça découvrir vraiment plus en détail, je vous en dis pas plus, mais sachez que moi ça m'a beaucoup plus de malédiction qui a introduit là au milieu. On est toujours sur une pub très immersive, avec une intrigue qui est captivante, et on a aussi des flashbacks en fait pour Rune qui nous replonge dans son passé et on découvre en fait ce qui lui est arrivé auparavant, pourquoi est-ce que Liana doit venir là-dedans. Et ça je crois que c'était vraiment intéressant, c'est retourne dans le passé, c'est qu'on en apprend petit à petit davantage, jusqu'à vraiment comprendre pourquoi est-ce que Liana devait rejoindre Rune. Et le dénouement final était vraiment incroyable et tout en émotion. Vraiment, je vous dis, j'étais prise dedans et j'avais peur à la fois, mais vraiment c'était incroyable. C'était vraiment une très bonne lecture. Pour le moment, en tout cas, tous les livres de Marine Kelada que j'ai lus, j'ai passé d'excellents moments et celui-ci n'y a pas fait exception. C'est vraiment, on n'est pas passé loin du coup de cœur, j'ai envie de vous dire. Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est cette notion historique qui est abordée. Et comme je vous dis, cette notion de mythologie nordique. Donc si vous aussi vous aimez ça, vous aimez la romance et que vous avez envie d'une histoire quand même avec du fantastique, je vous la recommande vivement. En plus là, comme je vous dis, on a des personnages complets. On a vraiment ce côté historique où c'est qu'on a des faits qui sont véritablement passés. Et moi, tout simplement, j'ai été prise dedans. C'est une lecture, en plus, c'est quand même une nouvelle briticage. Il fait presque 480 pages et il est écrit quand même assez grand et aéré. Et les entêtes de chapitres sont juste magnifiques, regardez. Vous avez là les corbeaux et là les navires vikings. Donc vraiment, j'ai beaucoup adoré. Puis, comme je vous dis, moi aussi, le fait d'avoir plus découvert ce côté viking, car c'est vrai qu'en littérature, je n'ai jamais lu de livre où on aborde les vikings. J'ai également terminé Victoire de Danielle Steele aux éditions Pocket. Alors pour faire un bref résumé, ici on suit Lily. Lily, c'est une future championne de ski. En fait, elle se prépare pour participer aux Jeux Olympiques et elle pourrait bien y décrocher une médaille. Sauf que malheureusement, les choses ne se passent pas comme prévu. Lily a un accident et suite à cela, elle se retrouve paraplégique. Elle va donc devoir réapprendre à vivre dans ces conditions. Donc c'est une lecture à laquelle j'ai mis 8 sur 10. J'ai vraiment envie de retourner dans du Danielle Steele car c'est une autrice que j'apprécie beaucoup. Et j'aime beaucoup sa plume et ce côté qu'elle a un peu de faire des histoires qui sont quand même assez positives malgré tout.
Et celui-ci n'a pas fait exception car malgré les notions de drame qui sont abordées, on est sur un récit qui est à la fois touchant et sympathique. Je m'explique. Donc, on a d'abord cette première partie, comme je vous dis, qui est plus liée au drame et plus axée sur le handicap. En effet, liée à son accident, elle va se réveiller à l'hôpital, on va lui apprendre qu'elle ne pourra plus jamais remarcher. C'est terrible pour elle, mais on va aussi découvrir que la nouvelle ne l'impacte pas seulement elle, mais également les membres de sa famille, surtout son père qui est tout chamboulé. Et il y a ce fait d'accepter en fait ce qui nous arrive. Donc il y a cette notion qu'il faut accepter et suite à ça rebondir. Et on a ensuite cette deuxième partie qui est plus justement dédiée à la reconstruction et à la notion d'avenir ou de ce que l'on souhaite faire par la suite. Donc c'est pour ça que je vous dis que pour moi en tout cas j'ai trouvé que c'était très positif parce que on nous montre effectivement que oui il y a des soucis mais qu'après on peut rebondir et que justement ce n'est pas un problème, que on peut très bien vivre même si on est dans un fauteuil et qu'on peut très bien refaire sa vie. Donc c'est ça que j'ai trouvé qui était très bien fait là-dedans. La plume de Danielle Steele, elle est toujours simple et fluide, donc dès le départ on est prise dedans, on s'attache au personnage de Lily et c'est très dur ce qui y arrive. On voit les difficultés qu'elle a mais aussi les victoires après qu'elle obtient avec ses résultats. Et aussi, dans cette histoire, en fait, on suit principalement Lily, mais on va aussi découvrir d'autres protagonistes. Donc ces protagonistes ont tous aussi un élément, un drame qui est survenu dans leur vie. Donc on va les rencontrer au départ où c'est que c'est pas encore la joie pour eux. Et aussi comme Lily, petit à petit on va découvrir comment ils remontent la pente, comment est-ce qu'ils s'en sortent. Et bien entendu, ils ne sont pas là pour rien, car petit à petit, leur histoire va avoir un lien avec celle de Lily. Et ça aussi c'est très beau, je ne peux pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler, mais c'est vraiment très beau. Et aussi, on fait pas ça en un claquement de doigts aussi, j'ai envie de vous dire. Lily, effectivement, elle passe par la case hôpital et par la case centre de rééducation. Et elle n'est pas très motivée à aller dans ce centre de rééducation, mais elle va découvrir en fait que ce centre de rééducation est justement là pour lui apprendre à vivre, lui apprendre comment se débrouiller toute seule, être autonome. Et elle pensait au départ que ce serait un moment qui serait très long pour elle, mais finalement, c'est passé très vite et elle a fait de très belles rencontres aussi là-bas avant de reprendre sa vie normale, on va dire. Donc oui, pour moi je trouvais que c'était bien fait aussi cette notion de, comme je vous disais, d'avoir une narration multiple avec ces autres personnages aussi qui n'ont pas vécu les mêmes drames que Lily. On aborde différents thèmes, différents drames, mais là on est toujours sur cette notion qu'il faut rebondir, qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut remonter la pente. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Et c'est un côté positif de cette histoire, en fait. Et le côté positif, il se retrouve aussi dans les amitiés qui vont se créer, dans les relations qui vont se créer, que ce soit des romances ou autres. Et surtout dans les rêves qui vont se réaliser. Parce que Lily, au départ, elle croit que le ski c'est fini. Et le ski c'était toute sa vie. Mais en fait, c'est pas parce qu'elle est dans un fauteuil qu'elle ne peut plus skier, bien au contraire. Et c'est ce qu'en centre de rééducation, si on lui démontre que c'est possible qu'elle skie à nouveau, et puis elle peut donc à partir de ce moment se créer de nouveaux rêves. Et pareil pour les autres protagonistes que l'on suit, ils vont tous avoir des rêves qu'ils vont essayer de réaliser, et c'est ça que je trouve très bien dans ce côté positif qui est vraiment touchant également. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire en fait, d'être vraiment là et puis de me dire oui c'est vraiment beau, c'est agréable à lire, et on a toujours cette note d'espoir, et ça m'a beaucoup plu. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'après on est sur une histoire qui est vraiment prévisible en permanence. Il n'y a aucune surprise, même à la fin j'ai envie de vous dire, vous vous dites mais il va arriver ça, et effectivement c'est assez prévisible. Mais voilà, j'ai envie de vous dire, avec Danielle Steele, c'est vrai que en tout cas les livres que j'ai lus c'était toujours un peu comme ça, donc c'est pour ça que j'ai mis 8 sur 10, mais j'ai passé un agréable moment de lecture et j'ai vraiment apprécié cette histoire. Et en hiver je pense que c'était la meilleure période pour la lire, surtout qu'on parle de ski, on a de la neige et tout cela. Donc vraiment c'était agréable, et du coup en terminant ce livre, j'ai terminé ma pile à lire de l'hiver, et prochainement je pourrai entamer ma pile à lire du printemps. Mais voilà, c'est une lecture que j'ai dévorée, il fait un peu... Alors il fait 300, à peu près 315 pages, parce qu'après vous avez un extrait en fait d'un autre livre de Danielle Steele, et l'écriture est assez
est de taille standard, je trouve, et assez serré, mais ça se lit quand même bien. Et comme vous êtes pris dans l'histoire de Lily et des autres protagonistes que l'on retrouve, eh bien, vous voulez à tout prix découvrir la suite. Donc voilà, une très belle lecture que je ne peux que vous recommander. Et j'ai également lu Aria's Masterpiece, le tome 4 de Kozo Amano aux éditions Kiun. Voilà, je vous montre la couverture qui est magnifique. Et là, pour juste vous faire un bref résumé du tome 1, on suit Akari qui arrive à Néo-Venise. En fait, c'est une ville qui se trouve sur la planète Mars. La planète Mars a été terraformée et Néo-Venise a été construite pour ressembler à la ville de Venise sur la Terre. Akari, elle vient ici pour justement entamer un apprentissage d'ondine dans l'entreprise Aria. Et une ondine, en fait, c'est une chauffeuse de gondole, donc on va la suivre à travers ses aventures et la découverte de ce nouveau milieu. Donc pour ce tome 4, j'ai mis la note de 8 sur 10. Ça a été un tome tout en douceur, comme pour les autres, une lecture cocooning, agréable, où ça fait plaisir d'y retourner et de retrouver nos protagonistes. Ici, j'ai beaucoup aimé les amitiés avec nos... Ce tome est plus dédié aux amitiés entre nos différents protagonistes et ça j'ai vraiment apprécié. L'entraide qu'il y a pour devenir dans cet apprentissage d'Ondine aussi, c'était vraiment sympathique la manière dont c'est amené. Et on est toujours sur de magnifiques illustrations dont certaines avec des couleurs. Si je vous montre, c'est tout bonnement... Moi j'adore le dessin. Si j'en trouve juste une avec des couleurs pour vous montrer... C'est qu'elles sont là. Vous voyez, là vous avez une double page en couleur. C'est vraiment magnifique et je crois qu'au départ vous avez aussi des pages en couleur. Voilà, regardez. Moi j'adore ce style de dessin, c'est magnifique. Et pour vous donner une idée après de ce que ça donne en noir et blanc. Voilà, c'est toujours aussi beau. Et moi vraiment je me régale à chaque fois, j'adore les illustrations, je regarde tous les détails, je prends vraiment le temps car je suis prise dedans et je trouve ça magnifique. Et pareil là dans ce tome on découvre de nouveaux mystères de Néo-Venise. Et aussi ce qui est sympa c'est qu'on a des retours dans le passé, un peu des moments de nostalgie, mais qui nous permettent d'en apprendre plus sur d'autres de nos personnages et j'ai trouvé ça sympa. Et pareil, je me suis régalée, on en apprend beaucoup, c'est toujours très sympathique, c'est agréable à lire et voilà, ça fait du bien, tout simplement. Un moment agréable, en douceur, comme je vous dis. Il y a juste, j'ai enlevé quelques points parce que je suis un peu moins fan. Il y avait une aventure où on suit monsieur le directeur. Alors ça, je suis un peu moins fan de ce type d'aventure. Mais sinon, j'ai passé un agréable moment et j'ai hâte de retrouver Akari dans ses prochaines aventures. Et ma dernière lecture de février, ça a été Les Saisons de la Tempête, le tome 2, Les Saisons du Chaos d'El Cosimano aux éditions de Saxus. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique. Et pour faire un bref résumé du tome 1, en fait on est dans un univers où les saisons sont personnifiées, c'est-à-dire que pour que le système fonctionne, il faut que la nouvelle saison tue la saison en cours, pour prendre sa place et ainsi de suite, ça se renouvelle. Et là-dedans, on va suivre Jack, qui est un hiver, et Fleur, qui est une printemps. Donc chaque fois, Jack se fait tuer par Fleur, et Fleur doit tuer Jack. Sauf que nos deux saisons vont éprouver des sentiments, et ce n'est pas du tout au goût du système. Et on va voir du coup ce que cela va impacter. Dans ce tome 2, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à la suite du tome 1, on a un nouveau système qui est en train de se mettre en place. Et bien entendu, ce n'est pas au goût de tout le monde, donc une rébellion est déjà en train d'être lancée. Et on va donc voir comment nos protagonistes vont évoluer dans cette nouvelle aventure. Donc, déjà pour ce tome 2, je dirais que mon avis a été assez mitigé. C'est pour ça que je lui ai mis la note de 6 sur 10. Alors, je vais être franc avec vous. Je crois que depuis que je chronique des livres, je n'ai jamais dit ça, mais voilà, autant être honnête, c'est que pour moi, ce tome 2, je ne vois pas vraiment comment dire ça. Disons que pour moi, le tome 1 aurait largement suffi. La fin qu'on nous proposait dans le tome 1 m'aurait suffi, j'aurais pas besoin du tome 2. On aurait juste un one shot avec la fin qui était proposée, ça m'aurait suffi. Et là, quand j'ai lu aussi ce livre, cette impression, vraiment, c'est confirmé. Après, il n'y a pas... Justement, il y a quand même des points positifs à cette suite. Mais je l'ai vraiment, comme je vous dis, ressenti comme disant, ouais, le tome 2. J'ai juste l'impression qu'il était trop.
Voilà. Donc déjà pour vous dire, voilà ma première impression. Mais comme je vous dis, il y a quand même eu des choses que j'ai appréciées. Notamment, j'ai eu le plaisir de retrouver l'univers et les protagonistes. Ça, c'était vraiment agréable de les retrouver et de voir comment est-ce qu'ils évoluent suite aux éléments qui se sont déroulés dans le premier tome. Et aussi tous les changements qui vont être importés dans ce nouveau système. Et pareil, de voir la mise en place de cette nouvelle rébellion et tout ce qui va aboutir en fait suite à cela. Après, ce qui était bien aussi dans ce tome, c'est qu'on a une mise en avant du personnage de Fleur, ce que j'ai trouvé vraiment sympathique. Et aussi, on nous met vraiment en avant ses pouvoirs et comment il fonctionne. Donc ça, j'ai vraiment trouvé que c'était intéressant. On est dans une suite qui a quand même des rebondissements, des complots et des retournements de situation. Donc ça aussi, ça m'a plu, c'est qu'on ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Donc c'est intéressant quand même la manière dont c'est fait. Et on a une narration multiple entre 3 personnages. Donc ça amène quand même du dynamisme et on arrive à les suivre. Alors, il y en a qui sont plus détestables que d'autres, mais c'est intéressant, j'ai trouvé malgré tout la manière dont c'était fait. Et ce que j'ai reproché par contre, c'est au niveau des personnages secondaires. Alors c'était sympa de les retrouver, mais j'ai trouvé que c'était dommage qu'ils ne soient pas plus impliqués dans cette suite et puis qu'ils ne soient pas plus mis en avant comme c'était le cas dans le tome 1. Et ça, j'ai vraiment trouvé que c'était dommage. En fait, ils sont là, mais juste pour montrer qu'ils sont là au final, et c'est ça que j'ai vraiment trouvé dommage. Et on a un dénouement final, j'ai envie de vous dire, qui est vraiment prévisible en fait. Assez rapidement, en tout cas moi j'ai vu venir ce dénouement final et c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc c'est dommage parce que vous n'avez pas de réelle surprise au final. Et ce que je peux vraiment reprocher à ce tome en fait, c'est... Il y a quand même des longueurs. Il y a des moments, ça avance pas vraiment. Je me disais oui d'accord, mais je m'ennuyais. Et puis je me disais bon bah je vais quand même aller au bout pour savoir comment ça se termine. Mais c'était long pour moi. Donc voilà tout ce que je peux reprocher à ce tome. Et comme je vous dis, pour moi, le tome 1 m'aurait suffi. À la fin du tome 1, on m'aurait dit que c'était un one-shot. J'aurais pas crié au scandale parce que c'était pas possible que ça se termine comme ça. Non, pour moi, ce qui était dit, ça m'aurait suffi amplement et je me serais arrêtée là au niveau de cette histoire. Après, il y a aussi des trigger warnings qu'il faut faire attention dans ce tome 2 qui peut, si vous êtes sensible à cela. On a notamment un accident de voiture, des descriptions explicites de blessures, on a la notion de kidnapping qui est abordée, du langage grossier, des meurtres et de la violence. Donc voilà, si vous êtes sensible à tout cela, renseignez-vous avant de vous lancer dans cette lecture. Mais donc voilà pourquoi pour moi c'est une lecture assez mitigée, mais ça m'aura permis, n'empêche, de terminer cette duologie. Et j'avais surtout gardé en mémoire, je pense, le premier tome. Et voilà, j'arrive au bout de ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Ça peut nous permettre de discuter à leur sujet. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez des coups de cœur ou des déceptions durant ce mois. Et ou si vous avez fait d'autres lectures. Et tout simplement, peut-être, ce que vous prévoyez de lire au mois de mars. Voilà. Et si vous êtes retenu de presser un commentaire, mettez-moi un emoji. Vous pouvez me mettre un emoji en lien avec un des livres que je vous ai proposé. Donc là, par exemple, pour les saisons du chaos, quand on parle des saisons, vous pouvez mettre une fleur pour représenter justement fleur. Un flocon pour représenter l'hiver. Mais il y a plein d'emojis que vous pouvez me mettre en lien avec un livre qui vous aurait plu dans ce que je vous ai présenté. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, à vous abonner car c'est très important et ça permet de faire découvrir la chaîne à d'autres personnes et montrer que vous êtes là. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et portez-vous bien. Bye bye!